Alors, pourquoi le carbone? Au fond, ça m'est venu tout de suite en souvenir de ma formation de maître composteur que j'ai fait en Belgique. Et notre maître à tous, Vincent Gobe, un jour, au cours de ces 3 jours, nous a parlé de la fertilisation carbonée. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est tout simplement apporter au sol du carbone. Bon, on m'avait parlé de NPK, ça je connaissais par cœur, mais pas le carbone. Et ça a commencé à rentrer dans la tête, parce que c'est vrai que le compost, c'est principalement un apport de carbone. Quel type de carbone et pour en faire quoi? Voilà, ça c'est un peu l'arrière-plan. En intro, je voulais juste insister sur un fait, c'est que j'ai retravaillé un petit peu la question pour aujourd'hui, et j'étais étonné de voir combien l'agronomie avait peu avancé sur la question. Je m'attendais à plus de découvertes. En fait, on ressasse un peu les mêmes idées. Il y a des aperçus quand même qui ont changé, et je vais en détailler quelques-uns, mais c'est assez surprenant. Comme si finalement le sol n'intéressait pas grand monde. Et je crois qu'il y a derrière ça une notion plus lourde, qui est que la terre, dans notre culture générale, c'est l'endroit où on va finir, voilà, et que quelque part, il ne faut pas trop y regarder de plus près. Et je connais peu de gens, par exemple, qui se baissent, qui prennent de la terre et qui la sentent, ce que je fais régulièrement. Parce qu'on apprend beaucoup de choses en sentant la terre, en la touchant, en voyant si elle est plus chaude, moins chaude. Et je vois que souvent, on dit aux enfants, touche pas la terre, c'est sale. Non, la terre n'est pas sale. Enfin, il y a de ça autour du sol et de la pédologie. Et en aparté, je me souviens encore de mon professeur de pédologie à l'agro. Malheureusement, on se moquait de lui parce qu'il bégayait, mais ce qu'il disait était intéressant, et qui nous disait, voilà, on sait tellement peu de choses que, au fond, la fertilité de la Beauce, ce qu'il en reste, est-ce que ce n'est pas lié aux forêts qu'il y avait au Moyen-Âge et qui ont été défrichées par des moines? On ne sait pas. Quel est cet humus? D'où vient-il? Est-ce que c'est l'humus qu'on est en train de mettre qui va se décomposer ou celui qui a déjà 500 ans? Voilà où on en était il y a 40 ans. Je crois qu'on n'a pas beaucoup avancé sur la question. Alors le carbone. Le carbone, c'est tout simple, c'est de l'organique. Toute la vie est basée sur le carbone, la vie sur Terre. Si on regarde les composants de la vie, c'est le C, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le soufre. Avec ça, on fait la vie. Puis après, tout le reste, bien sûr. Mais ça, c'est prioritaire. Alors, la vie, c'est le cycle du carbone. Et si on veut redonner vie au sol, ce qui a été évoqué à plusieurs fois, la première chose à laquelle il faut penser, c'est évidemment au carbone. Voilà. Parce qu'on ne va pas faire redémarrer le moteur si on ne met pas du carbone. Alors le carbone, les plantes, elles connaissent, hein, elles nous ont précédés sur Terre pour ça. La photosynthèse a été mise au point il y a déjà bien longtemps. Donc c'est la captation du gaz carbonique de l'air pour faire des sucres, et tout le reste, cellulose, lignine, et faire fonctionner la machinerie. C'est aussi la respiration qui permet aux cellules de fonctionner, y compris les cellules qui sont dans le sol, et ça va nous intéresser singulièrement puisque ce sont les racines. Le carbone, c'est à la fois la structure du vivant végétal, puisque c'est la cellulose, la lignine, donc des macromolécules, qui donnent la structure aux cellules, c'est la paroi cellulaire, mais c'est aussi le carburant, puisque ce sont les sucres, et l'amidon, qui est du sucre de réserve. Donc c'est tout ça. C'est le composant du moteur et ce qu'on met pour faire fonctionner le moteur. Ce n'est pas pour minimiser le reste. Hein. Rappelez-vous, oxygène, hydrogène, donc l'eau et l'azote sont aussi importants. Mais ça ne sert à rien si vous n'avez pas le moteur. Il faut le moteur, ça c'est le carbone. Et c'est vrai dans le sol aussi. On peut dire qu'un sol est vivant quand il y a suffisamment de carbone pour que la vie microbienne se développe, puisqu'elle aussi, elle a besoin de carbone, d'énergie pour se développer. Je reviens sur ça, ce n'est pas que le carbone, mais c'est le carbone en premier, qu'on le veuille ou non. D'où l'impact de cette réflexion de Vincent Gobe sur la fertilisation carbonée. Si on ne pratique pas de fertilisation carbonée, c'est un peu embêtant, quoi. On ne met pas la prise là où il faut. Cela dit, on peut cultiver des plantes sans matière organique, puisque matière organique et carbone sont liés, on le sait. On peut faire de l'hydroponique, les maraîchers connaissent ça, ça fonctionne, ça donne des choses. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Les plantes sont capables de pousser. Elles poussent dans certaines conditions et ça donne un certain produit. Après, si on fait le bilan de tout ça, on peut se poser des questions, mais ça peut marcher. Les horticulteurs ont beaucoup l'habitude d'utiliser des substrats qui sont plus ou moins, artificiels. C'est-à-dire qu'ils utilisent plus ou moins des matières fossiles, comme la tourbe, par exemple, ou ça peut être d'autres substances comme le coco broyé. Mais là aussi, c'est de la matière organique. Même si elle était fossile, elle contient du carbone. C'est le meilleur des substrats. On peut aussi cultiver, et finalement de façon assez spectaculaire, sur des sols quasiment dépourvus de matière organique. Moi, j'habite la région parisienne. Dans mon coin, à côté de Créteil, il y avait des cultures de maraîchage très importantes sur du sable.
quasiment pur. Vous creusez, c'est vraiment du sable, on peut faire du ciment avec tout de suite. Sauf que ils avaient du fumier à l'époque, et c'était la combinaison des apports de fumier et du sable qui créait la condition pour que les légumes poussent vite et bien et partent alimenter Paris. Donc il ne faut pas non plus en faire un totem, ce n'est pas un totem absolu, mais n'empêche que c'est important. Alors la matière organique du sol, c'est le principal stock de carbone sur notre Terre, sur la partie de la Terre qui nous intéresse. On considère que, alors tout ça c'est des chiffres à prendre avec de grandes pincettes, que le carbone contenu dans le sol représenterait 2 fois l'ensemble du carbone contenu dans l'air et 3 fois l'ensemble du carbone contenu dans la biomasse végétale. Donc oui, le carbone, semble-t-il, stocké dans le sol, dans ce qui nous reste de sol, il y en a quand même encore, ça représente une quantité très importante de carbone. C'est l'humus, tout bonnement. On considère que si on perd ne serait-ce que 5% de ce carbone contenu dans le sol, c'est entre 2 et 4 années totales d'émissions de gaz à effet de serre. Puisque il faut savoir qu'il y a un lien entre les deux, carbone, gaz carbonique. Donc il ne faut quand même pas trop y toucher. Il faudrait être vigilant par rapport à cet héritage d'humus et de matière organique. En France, dans les 30 cm superficiels du sol, qui sont ceux qui vont nous intéresser, on considère qu'il y a 3 fois plus de carbone que dans la biomasse de toutes les forêts. D'accord ? Ça revient à dire simplement que ce qui est visible et qui nous apparaît, finalement, n'est qu'une petite partie par rapport à ce qui est plus mystérieux parce qu'on marche dessus. Et il faut être vigilant par rapport à ça parce qu'on considère que le changement d'affectation des sols, tout simplement quand on passe d'une prairie à un sol cultivé, là on sait bien que là, le fait de remuer tout ça fait qu'il y a une dégradation de la matière organique qui se fait immédiatement et qui donc se libère et libère du gaz carbonique dans l'air. Et là, on considère que ça, plus la déforestation. Alors en France, on n'est pas dans la déforestation, on est plutôt dans la reforestation. On a regagné de la forêt. Par contre, on a détruit beaucoup de prairies. Et donc, on peut considérer que là, l'équilibre, il est pas terrible, quoi. On n'est pas en train, l'agriculture au sens large n'est pas en train de jouer le bon élève. Bon. Et nos amis belges en Wallonie ont calculé, ont observé, plus exactement, là c'est une observation, c'est une analyse, que les sols cultivés, ce sont quand même des régions relativement riches, avec des bons sols, entre guillemets, ont perdu déjà 15% de la matière organique en 40 ans. Donc c'est quand même des chiffres, c'est un sixième du potentiel qui est déjà parti. Donc le carbone du sol, c'est principalement l'humus, donc le stock, mais c'est aussi les racines, il ne faut pas les oublier. Les plantes fonctionnent avec leurs racines, les racines c'est de la cellulose, de la lignine aussi. Et il y a la partie structure, mais il y a aussi la partie sucre. Une partie de la photosynthèse descend par la sève et va alimenter les racines, sinon elles ne pourraient pas pousser. Une partie de ces sucres sont exsudés, c'est-à-dire ressortent de la racine. Ce mécanisme de rhizodéposition, donc d'exsudation et de phénomènes qui font que les racines mortes restent sur place, à mon avis, est relativement important et relativement sous-estimé. Et c'est d'autant plus important que là, ce sont des composés intéressants pour la flore microbienne qui va directement profiter de ça. Il faut toujours se souvenir que la cellulose, c'est quand même plus compliqué à digérer que des sucres. En tout cas, il y a une conséquence agronomique immédiate, c'est que si on veut pousser au maximum la récolte des collets, des racines, on va fortement abîmer le processus, ne serait-ce que de conserver le stock d'humus, il est clair qu'on va l'abîmer. Donc dans toutes les réflexions autour de la biomasse et de l'énergie, on peut faire de savants calculs sur qu'est-ce qu'on peut récupérer, faire de l'énergie avec, mais il ne faut pas aller trop loin. Il faudrait surtout laisser la partie basse et ce qu'il y a en sol dans le sol. Ça, il ne faut vraiment pas y toucher parce que c'est trop important. Considérer que le carbone du sol, c'est un stock, qu'on pourrait l'augmenter, donc payer quelque part des gens pour stocker un peu plus dans l'humus, à mon avis, n'est pas très malin. Il faut mieux avoir une réflexion de se dire que le sol doit servir à produire des choses pour nous nourrir, ou pour remédier à l'état de la planète, plutôt que de penser à ça, au stock de carbone. Il faut savoir qu'autrefois, du temps des Romains, ils avaient un système qui a fonctionné pendant quelques siècles. C'est-à-dire qu'on avait une partie cultivée, la gère, et le saltus. Le saltus, c'était là où on envoyait les troupeaux. Donc la partie cultivée recevait finalement la déjection, parce que les bestioles, on les ramenait le soir, à cause des loups et des voisins, j'imagine. Donc on ramenait les moutons, ils faisaient leur crotte sur place, et après on les renvoyait. Et ça a fonctionné pendant très longtemps. C'est un déplacement de fertilité. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec le carbone qui est quand même exporté, pensons à la paille qui part dans l'élevage,
qui est ensuite imbibé d'urine, ça devient du fumier. Qu'est-ce qu'on va faire? On le remet sur place, oui, c'est une bonne chose. On le remet comment? Est-ce qu'on le fait à l'ancienne, c'est-à-dire on l'étale le plus possible, et puis après on le laboure, on l'enfouit. Maintenant, on sait que si on enfouit ne serait-ce qu'à 20 cm, la matière organique a plus de mal à se décomposer. Alors on le retrouve dans les analyses, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le labour enrichit en matière organique des zones où il n'y avait pas de matière organique. Donc on dit, ah, c'est bon pour le labour. Ben oui, mais ce n'est pas forcément là où c'est utile, puisque 80% des racines sont dans les 10 premiers centimètres. C'est ça la réalité. 80% des racines sont dans les 10 premiers centimètres. Pour une prairie, pour des arbres, une forêt, allez, on va monter à 20 centimètres. Vous vous rappelez la grande tempête en 99? On voyait tous ces chênes qui étaient penchés avec une galette. Où était la racine pivotante? Il n'y a pas de racine pivotante. Il y en a une au début. Puis après, dès qu'il peut, il va aller sur les côtés. C'est beaucoup plus simple. C'est là où il y a la vie, c'est là où il y a l'eau, c'est là où il y a les éléments nutritifs. Et c'est vrai pour vraiment le maximum de plantes. Donc finalement, enfouir par le labour, ça paraissait intéressant dans l'idée, mais en fait, on dilue la matière organique sur un plus grand horizon qui n'est pas forcément utile ni pour les plantes, ni pour la vie du sol. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est le paillage nutritif. Amener sur le dessus et laisser la nature faire le reste. Les pluies, les vers de terre, la vie du sol. De toute façon, dans une forêt, c'est le mécanisme. Les feuilles tombent, il n'y a pas d'écureuil qui passe avec une charrue. Donc ça fonctionne, ça marche, ça a toujours marché. Recommencer. Paillage nutritif, ça veut dire qu'on va mettre en surface. Alors, peut-être pas pour tout. Là aussi, l'agronomie, ça se fait avec des pincettes. Ça veut dire que si on fait un semis, c'est peut-être pas bon. Pourquoi? Parce qu'un paillis va forcément se décomposer. Et il y a toujours dans le premier processus de décomposition des libérations de molécules qui peuvent être antagonistes de la germination. Quand vous avez un compost, ça ne germe pas au début. C'est après que le potiron va s'installer ou que les tomates vont surgir. C'est après un certain moment, quand ça a été digéré. Et ce n'est pas n'importe quoi. Je vous cite ces deux-là, parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent des graines de tomates qui lèvent ou des graines de potiron. C'est particulier de ces deux plantes-là. Elles aiment l'azote rapide. C'est leur truc. Ce n'est pas valable pour toutes. Donc, petite vigilance par rapport à des semis. Mais si vous avez des plantes pérennes, j'ai entendu parler de la vigne, j'ai entendu parler du fraisier, c'est pérenne, là, allez, paillage nutritif. On y va, on n'a pas peur. Pas trop épais, ça ne sert à rien. Quelques centimètres. Il vaut mieux renouveler régulièrement, en mettre plus souvent, laisser aux micro-organismes le temps de digérer tout ça et de faire leur travail. Après, deuxième façon d'améliorer rapidement une petite surface, donc là je pense à mes amis jardiniers, c'est la lasagne. Donc la lasagne, c'est un truc que j'ai retrouvé aux États-Unis, d'une dame qui avait fait l'observation très simple que quand on met des cartons d'abord, ça tue l'herbe, et puis après si on met des trucs par-dessus et qu'on plante, finalement ça pousse. Bon voilà, c'est simplement une concentration de matière organique. Donc l'idée c'est de mettre des cartons, et ça marche vraiment, je vous recommande le carton. Donc c'est du carbone, quasiment pur, c'est de la cellulose. La colle n'est pas toxique, oubliez tout ça, ne lisez pas ce qu'il y a sur Internet, c'est des balivernes. Et vous mettez les cartons, vous enlevez le scotch quand même. Et vous mettez des broyats, de la matière grossière, vous pouvez couper les branches, mettez tout ça, puis après vous faites une deuxième couche un peu plus fine, une troisième couche qui serait comme si vous faisiez du compost, on fait un bel édredon, 40 cm, et après on met un vrai substrat. Donc c'est là où il faut avoir une réserve, soit de terre, de dépotoir ou de choses comme ça, ou du terreau, voilà, vous investissez dans un peu de terreau, pour pouvoir installer les plantes sans qu'elles soient directement au contact de quelque chose qui est en train de se décomposer. D'accord? Parce que vous faites du compost froid, en quelque sorte. Mais ça va marcher. Parce que vous allez arroser pour que les plantes se développent. Et donc, le processus d'humification va se produire à vitesse accélérée. Donc ça permet de concentrer, c'est la Gersaltus. Là, je reconcentre sur une partie donnée d'un matière organique que j'ai gratté partout. Simplement, ça n'a pas l'air d'un dépotoir, parce que c'est recouvert, c'est joli, ça pousse, c'est foisonnant. Et vraiment, ça fonctionne bien. Alors, moi, je vous le recommande si vous avez un sol particulièrement ingrat, bourré de mauvaises herbes, mauvaises herbes entre guillemets, on est d'accord, herbes spontanées non désirées, mais je dirais mauvaises herbes pour aller plus vite, et vraiment ça les calme, donc vraiment c'est un bon système. Si vous avez une bonne terre, non, vous en passez de lasagne, c'est pas la peine, faites plutôt un paillis nutritif que vous éparpillez, un peu plus sous les plantes pérennes, un peu moins sous les plantes qui ont un cycle de vie rapide. Alors le compost urbain, là je pense aux gens qui sont en ville, c'est vrai que les sols de ville c'est n'importe quoi. En général, alors surtout si la ville de Paris, par exemple, a des contrats, des appels d'offres de terres, vous pouvez voir, chaque fois qu'ils font un jardin partagé, c'est remarquable. C'est des terres, je défie quiconque de faire pousser quoi que ce soit là-dedans, c'est des monstres. Donc là, évidemment, compost, c'est la bonne solution. Il y a de plus en plus de plateformes de compostage, allez les voir,
Parce que là aussi, il y a des fantasmes, on ne sait pas ce qu'ils mettent, nanani, il y a des journées portes ouvertes, posez la question, demandez des analyses. Les analyses sont obligatoires, ils doivent faire un certain nombre d'analyses chaque année sur l'état, régulièrement, périodiquement. Donc si vous dites « Ah, j'ai pas l'analyse », vous allez voir ailleurs, tout simplement. Et quand il y a les analyses, vous regardez, vous apercevez que les composts urbains, qui sont en général faits avec des feuilles mortes et du broyat, sont absolument indemnes de tout ce qu'on peut craindre, c'est-à-dire les métaux lourds et les pesticides, parce que voilà, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des pesticides dans les feuilles mortes de ville et les métaux lourds? Le plus embêtant, c'était le plomb. Il n'y a plus de plomb dans l'essence, donc voilà, on est vraiment tranquille de ce côté-là. Mais une analyse, c'est encore mieux. Donc si vous pouvez en avoir, et en général, il y en a des montagnes, parce que justement, comme il y a des préjugés, ils ne savent pas quoi faire de leur compost. Donc en général, on peut l'avoir à bon compte. Et là, moi, ce que je vous recommande, c'est mettez-en en surface une bonne dose, là, vraiment 3 doigts, pas comme ça quand même, 3 doigts comme ça, et là, vous commencez à planter. En général, on est tranquille. Et ça aura en plus un effet désherbant, parce que la plupart des graines de mauvaises herbes ont besoin de lumière pour pousser, donc ça en élimine une partie. Ça n'éliminera pas le liseron s'il est déjà installé. Ça, on est d'accord. Là, il faut le carton. Alors, un compost qu'on peut fabriquer soi-même, les toilettes sèches. Nous avons Patricia Becher. Alors là, vous pouvez capter toute la journée sur vos problèmes de toilettes sèches, vos envies de toilettes sèches. Moi, j'ai des toilettes sèches chez moi depuis maintenant 3 ans. Et donc, quasiment 3 mètres cubes de compost de toilettes sèches, c'est de la bombe. Pourquoi? Parce que c'est dans l'urine qu'il y a le meilleur. C'est là où il y a le... C'est comme le fumier de bovin. Alors, oui, mais avec peut-être même plus riche au phosphore, je pense. Voilà. Donc, bon, ça, je vous le recommande. C'est un choix. Il y a quelques précautions à avoir, mais finalement assez mineures. Ça fonctionne bien et ça vous donne quelque chose qui va apporter cette fois-ci un carbone. Parce que, pour stabiliser les crottes et le reste, on utilise en général de la sciure. Donc là, on utilise de la lignine, carrément. C'est le but du jeu. Et ça stabilise complètement au niveau odeur, ce qui fait qu'il faut quand même un certain temps, parce que même si ce qu'on y met est riche, il faut que ça se décompose. Donc il faut une bonne année, on est vraiment tranquille pour avoir un amendement qui sera de qualité. Alors, tout carbone est-il bon à prendre? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, y compris des choses assez improbables comme du bois mort, des bois pourris, des arbres fruitiers avec des maladies. Moi, ça ne me gêne pas fondamentalement. Après, comme tout, moi, je ne vis pas de ce que je produis. Donc, si j'ai de la casse, peu importe. Si vous êtes arboriculteur, il vaut mieux être vigilant à ce niveau-là, faire des essais. Toujours la même chose. Faites un essai avec ou sans, regardez, attendez 1 an. Ne tirez pas de la conclusion d'un seul essai. Regardez-y de plus près. Après, je voudrais juste terminer en vous disant que carbone, c'est bien. N'oubliez pas H, O, H2O. Pas de vie microbienne sans eau. Et on observe que cette biomasse du sol, quelle qu'elle soit, quel que soit le niveau où elle est, il y a un pic dans l'année qui est au printemps, l'été c'est le maximal, et puis après l'automne, et ça vous n'arriverez pas à le contrarier. Carbone et azote, oui, fameux C sur N, on en a écrit là-dessus, le rapport carbone sur azote et ainsi de suite, c'est un élément intéressant. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que c'est intéressant quand on fait du compost, pour apporter du compost à un certain stade, et que calculer le rapport C sur N, c'est intéressant justement pour savoir s'il est mûr, pas mûr, très mûr, bon. Mais maintenant l'azote du sol, bernique. Vous pouvez le mesurer aujourd'hui, vous pouvez le mesurer demain, il va changer du simple au double. Vous pouvez le mesurer ici et là, ça va être du simple au double. Donc ça rime à rien. Dans le sol, ça ne rime strictement à rien. C'est une ligne qui devrait être supprimée dans les analyses de sol. Voilà, c'est à peu près... Et puis juste pour terminer sur la réflexion par rapport à est-ce que si j'améliore l'état du sol, j'aurai peut-être des plantes en meilleure santé? On aurait envie de penser ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a ce raisonnement-là fonctionne surtout quand on commence à abîmer le sol. C'est-à-dire, ça c'est abîmer entre guillemets, ou apporter des choses en excédent. C'est une réflexion que faisait Chaboussou, ingénieur agro des années 70-80, qui s'était aperçu que l'excès d'azote conduit à rendre les plantes plus sensibles, plus attractives pour les pucerons. Et ensuite, on veut tuer les pucerons, donc on tue leurs ennemis, puis ensuite on met sur le mildiou, mais le cuivre fait que... Enfin bref, après on est dans un millimélo. Donc ça, c'est réel dans ce sens-là, c'est-à-dire si on apporte trop d'un élément par rapport aux autres, ça peut conduire à ça. Est-ce que si on fait marche arrière, ça va rendre la plante plus saine? Je ne sais pas. J'ai tendance à le penser, mais bon, il faut se méfier. C'est peut-être un raisonnement un peu rapide. Il faut peut-être plus de choses. Il faut penser aux parasites aussi, entre guillemets, se dire voilà comment ils fonctionnent. Et Joseph Pousset, toujours lui, dans d'autres livres qu'il a écrits, raisonne par rapport au désherbage. Il a un livre fabuleux sur le désherbage. Pourquoi? Parce qu'il l'aborde avec une sorte d'empathie
pour la mauvaise herbe, entre guillemets. Il dit, elle est là, elle est plus forte que moi. Bah, elle est plus forte que ce que je veux mettre. Bah, c'est de la force, ça doit se respecter. Maintenant, où est son point faible? À quel moment je peux lui faire juste une petite tape sur l'épaule qui va la faire quand même laisser la place pour le reste? Je trouve que c'est une réflexion intéressante. C'est une sorte de judo, d'aïkido, de l'agronomie. Voilà tout ce que je voulais vous lancer en pâture, et puis après, on échange.